Salam alaikum. Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la deuxième année. On va entamer avec la deuxième année licence spécialité langue française, semestre 1 et 2. On va commencer par le semestre 1. Mais d'abord, comme on a toujours l'habitude de lorsqu'on commence, on donne une petite définition de ce module. Ce module, il n'est pas, c'est-à-dire différent de celui de l'année précédente, c'est le même, mais bien sûr avec des thématiques nouvelles et avec des méthodes, bien des cours nouvelles, avec des stratégies et des composantes et des concepts nouvelles, etc. Bien nouveaux, etc. L'essentiel, ce que vous devez d'abord retenir, qui est, c'est-à-dire pertinent et important et primordial, c'est faire la différence entre ce qu'on appelle le genre du texte et le type de texte. Bon, lorsqu'il s'agit de genre de texte, c'est bien que il existe pas mal c'est-à-dire de genres et de genre de texte. Par exemple, on cite le récit, l'essai, on a le roman, on a la fable, par exemple, on a la fable, on a le pamphlet, etc. Je ne vais pas tout les citer. Bon, et puis, lorsqu'il s'agit de type de texte, c'est différent. Il ne faut pas mélanger les deux. Les types, c'est-à-dire, on peut dire que les types se sont inclus ou bien ils sont inclus dans le genre. Par exemple, on prend un genre de texte qui est un roman, par exemple, on prend un roman. Alors un roman, il résulte ou bien il contient ou bien il inclut, c'est-à-dire ou bien il comprend des différents types de textes. Par exemple, on cite texte argumentatif, narratif, c'est-à-dire qui domine presque le roman, c'est le narratif. Explicatif, on a injonctif, expressif, argumentatif, descriptif, etc. Mes amis, je voulais juste vous donner cette remarque pour faire la différence entre les deux. Et aussi, pour vous donner aussi une autre information qui est très utile, de connaître aussi le genre des phrases, parce que c'est très important entre ce qu'on appelle déclaratif, actif, interrogatif, passif, neutre, exclamatif, impératif, et c'est-à-dire l'opposant, c'est empathique, oui. C'est ça. C'est-à-dire aussi, il faut faire connaître c'est-à-dire les phrases. L'essentiel, ce qui est programmé pour nous, pour deuxième année, deuxième année licence française, alors L2, c'est par rapport au type de texte. Alors on a comme vous remarquez dans ce que vous voyez devant vous, j'ai fait une sorte de récapitulation des deux semestres qui sont répartis sur le semestre, c'est-à-dire l'année, elle est répartie sur deux semestres, semestre 1 et semestre 2. Dans le semestre 1, vous allez connaître ou bien faire la connaissance à ce qu'on appelle texte narratif, texte explicatif, analyse du texte. Vous avez un texte que vous devez faire l'analyse qui est intitulé Un bébé chute du cinquième étage. Suivi d'un autre texte aussi, vous allez avoir comme un cours magistral des fonctions de la forêt. Puis vous avez aussi type de texte explicatif, exhortatif, texte de vulgarisation scientifique. Bien sûr, je vous donne juste c'est-à-dire des titres. Il faut savoir que ces concepts, ils résultent des sous-titres comment dirais-je,
thématiques et des sous-titres et des cours, hein. Il faut bien mettre ça en considération. Puis vous avez plan de texte exhortatif, phrase expositive, phrase argumentative, phrase exhortative, analyse du texte. Et vous avez aussi l'analyse du texte d'un ami, ami à travers le monde. C'est la même chose, mais vous avez une technique pour que vous allez la reconnaître, ou bien que votre enseignant il va vous guider pour faire cette analyse. Bon, en passant au deuxième semestre, vous allez entamer avec la thèse et antithèse. Vous allez connaître ça. Et puis vous avez les marques typographiques, procédés explicatifs, titres et intertitres. Puis vous avez type d'argument, la distinction entre persuader et convaincre, parce que c'est différent, ces deux concepts. Étude énonciative, le texte argumentatif. Vous allez faire une étude, oui, c'est par rapport au texte argumentatif. Mais vous avez ce qu'on appelle les composants du texte argumentatif, la stratégie, sa stratégie bien, par rapport au texte argumentatif. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les registres du texte argumentatif. Et je pense que vous allez aussi avoir l'anaphore, les marco-règles. Ça, c'est les derniers cours qui sont très importants et vous devez focaliser sur ça, sur cela. Macro-règles de construction, réduction oui, les réductions pour réduction de texte, c'est les macro-règles, bien sûr. Les différents plans pour traiter les sujets de dissertation. Vous avez et puis vous avez aussi méthode pour former une introduction d'une dissertation. C'est-à-dire le cours qui est le dernier cours. Et vous clôturez l'année, c'est par rapport aux différents plans de dissertation. Bon, je vous ai donné juste comment dirais-je, une image de ce que vous pouvez avoir comme cours et TD et cours pendant les deux semestres. Bon, point virgule à la ligne. Maintenant, on va commencer par comme d'habitude, on va commencer par le premier cours, le premier semestre, texte narratif. Je vais donner, bien sûr, en appuyant sur le résumé, mes résumés que j'ai fait durant lorsque j'étais en deuxième année. Alors, c'est utile et je vous conseille de les utiliser comme outil pour bien renforcer et solidifier votre argument pendant votre réponse aux examens. Bon, comme d'habitude, je ne vais pas étaler, je ne vais pas expliquer d'une façon très large parce que je ne possède pas cette faculté. Par rapport à mon lexique, qui est un lexique modeste, et bien sûr, il est abordable, ou bien comment dirais-je, le mot m'échappe, c'est-à-dire, comment dirais-je, formel, ou bien accepté, que tout le monde peut me comprendre. Je prétends pas parler français, mais je vais juste essayer d'expliquer d'une façon, comment dirais-je, d'une façon simple et palpable, c'est ça. Bon, on va commencer. Bon, je veux juste vous dire que le texte narratif, normalement, il n'est pas programmé, mais vous devez le connaître c'est-à-dire pour faire la connaissance au texte exhortatif, informatif, explicatif. Ces trois qui sont bien sûr programmés, mais aussi vous allez avoir aussi texte de vulgarisation scientifique, texte exhortatif, texte argumentatif, et avec les différentes phrases qui sont inclus dans le texte argumentatif ou bien d'autres textes. Mais le texte c'est-à-dire narratif, d'abord il faut savoir que le texte narratif, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un personnage, ou bien de l'auteur qui est en train de narrer. Narrer à propos de quoi? À propos d'un sujet, ou bien d'une histoire. Bon, elle nécessite bien ce genre littéraire, il nécessite ce qu'on appelle la description et bien sûr
on dit la description avec une forme bien étalée et très riche, avec de lexique, avec d'expressions et différents, et bien sûr avec l'emploi de ce qu'on appelle la chronologie, et aussi je ne vais pas évoquer ce qu'on appelle l'intrigue, mais ce que vous devez savoir par rapport au texte narratif, c'est que on a ce qu'on appelle une éveil de conscience à l'interlocuteur, sensibilisation, trouver aussi, c'est-à-dire la forme de subjectivité, la visée elle est exhortative, et c'est presque ça, presque tout. L'essentiel que le texte narratif il est en relation avec, vous trouvez dans le roman, c'est-à-dire vous le trouvez avec, il est omniprésent dans le roman, et c'est pas donc dans le roman, mais bien sûr vous allez trouver dans ce qu'on appelle l'essai, le récit, etc. L'essentiel c'est que vous devez connaître le texte narratif. C'est une narration par rapport à l'auteur ou bien un personnage qui soit, comment dirais-je, qui soit dans le texte, et il narre l'histoire, bien sûr, par la langue de l'auteur. C'est ça. Maintenant, on va commencer avec le premier qui est bien sûr programmé, qui est le texte informatif. Le texte informatif. Le texte informatif, son but est d'informer et c'est-à-dire de fournir des informations sur le sujet, n'importe quel sujet. Il présente des faits, tout en restant neutre et ne donne pas d'opinion personnelle, c'est-à-dire on parle de l'objectivité, bien sûr. Il répond aux fameuses 6 questions que vous connaissez tous, qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi, que vous devez les mémoriser pour, c'est-à-dire bien, lorsque vous faites votre analyse, ils vont être utiles pour une bonne, un encadrement de texte, une bonne analyse et un encadrement du texte, de tous les côtés, c'est-à-dire. Il est prédominant dans les articles de presse, et il ne contient pas de traces d'énonciateur. Ça, c'est ce que vous devez connaître et retenir par rapport au texte informatif. Maintenant, on va passer au texte explicatif. C'est le niveau supérieur du texte informatif. Son but est d'aborder des sujets plus en profondeur que le texte informatif, bien sûr, qui vise à faire comprendre quelque chose au lecteur. C'est ça. Il répond à la question pourquoi. Il répond juste à cette question pourquoi. Son but sert à faire comprendre un phénomène, ou bien un événement, ou bien une situation, ou bien une problématique. C'est ça. Et ce que vous devez savoir par rapport au texte explicatif, vous le rencontrez dans les ouvrages scientifiques, les encyclopédies, les manuels scolaires, et le mémoire, par exemple le mémoire de fin d'année, d'études supérieures, et etc. Ça c'est l'essentiel. Et ce que vous devez aussi savoir par rapport au texte explicatif, c'est-à-dire que l'auteur il est neutre, objectif et absent. Maintenant on passe à les caractéristiques du texte explicatif. Vous avez le vocabulaire spécialisé,
c'est un vocabulaire entre parenthèses scientifique, l'objectivité, l'organisation textuelle, l'expression reliée entre eux et entre le sujet, progression logique, vous avez la cause, la conséquence, le but, l'opposition, etc. Progression chronologique, par exemple, il cite des dates par rapport à l'histoire, ou bien des événements, ou bien des faits. Phrases déclaratives, vous avez ici les phrases, le genre de phrases, c'est-à-dire vous avez des phrases déclaratives, parce qu'il déclare des informations, des faits, etc. Et le temps, c'est le présent de vérité générale. Maintenant, on passe à notre titre, les marques typographiques. Les marques typographiques qui sont programmées pour cette année, vous avez les parenthèses, vous avez la reformulation, vous avez l'explication, les deux points, l'italique, comment dirais-je, on a cité la reformulation, bien vous avez les guillemets et la mise en page, partie et sous-partie. Et puis passons au procédé de l'explication. Vous avez donc comme procédé d'explication, vous avez la définition, la définition, bien sûr, vous avez la reformulation, l'analyse, l'énumération, la comparaison, la fonction et l'illustration. Ça, c'est l'essentiel que vous devez les retenir. Et puis, on parle de, comme remarque, je vous donne comme remarque par rapport au texte explicatif, c'est-à-dire, dans le texte explicatif doit renformer, bien comprendre, une bonne introduction. C'est ça. C'est-à-dire que la phrase de questionnement sert à introduire le phénomène qui suit, c'est-à-dire qui suscite le questionnement. Et puis dans le développement, dans le développement présente les aspects qui répondent à la question. Et puis enfin la conclusion est généralement introduite par un organisateur textuel, comme en somme, finalement, en conclusion, enfin, etc. Maintenant, le texte de vulgarisation scientifique. C'est un genre de texte explicatif. C'est-à-dire, il est bien sûr lié, ou bien il consacre, ou bien il comprend ce qu'on appelle la didactique. Il a une visée pédagogique. Il propose, c'est pas qu'il comprend, non. C'est-à-dire, ce genre de texte, il est comment dire, il est dérivé, il découle de la didactique. C'est ça. Lorsqu'on dit texte de vulgarisation scientifique, c'est-à-dire on a bien sûr on a référence à ce qu'on appelle la didactique. Bon, il a une visée, on a dit, pédagogique. Il propose la transmission du savoir, l'information et la connaissance, on le trouve dans les manuels scolaires et les revues, les articles de presse, etc. Et c'est ça. Et puis on a un autre genre, le texte exhortatif. Et le texte exhortatif, c'est un texte argumentatif qui cible le récepteur dans le but de le faire réagir, de faire, c'est-à-dire participer à une cause commune. C'est-à-dire de lui attacher, de lui faire, comment dirais-je, oui, attacher l'attention de lecteur, c'est ça, de le lier à Bon, dans le plan du texte exhortatif, le texte exhortatif, il contient, c'est-à-dire il a un plan. Ce plan, il se compose de c'est-à-dire différentes phrases. On a par exemple la phrase exhortative, mais les phrases exhortatives, 2, les phrases argumentatives, et 3, les phrases exhortatives.
Par exemple, la phrase expositive, on a dit expositive, pardon, j'ai dit exhortative. Le plan du texte exhortatif, je répète, il comprend trois phrases. Phrase expositive, présenter et affirmer une situation vécue négative, par exemple, ou bien positive. Expositive, c'est-à-dire il expose, je viens du mot exposer, ou bien étaler. Phrase argumentative, bien sûr, lorsqu'on dit argumentative, il s'agit d'arguments pour renforcer les arguments avec des images, avec des preuves, pour solidifier et renforcer l'argument, c'est ça. Convaincre, son but c'est convaincre et persuader le récepteur pour une transformation possible et justifier la situation négative. L'emploi du subjonctif, voilà ici le subjonctif, bien sûr vous savez bien le subjonctif, on commence par que. Par exemple, que je pense, oui, que je pense, que tu penses, qu'il pense, que nous pensions, pensiez, qu'il pense, c'est ça. Il est connu, c'est-à-dire, le subjonctif, il est bien sûr étude, c'est un temps étude est nécessaire. C'est un ton utile, c'est ça, oui. Puis vous avez les tournures impersonnelles. Et puis, il est nécessaire que, comme il est nécessaire que, il faut que, verbe de modalité, devoir, pouvoir, falloir, savoir, trouver un peu des verbes d'état, verbes d'opinion, etc. Puis la fin de la phrase exhortative, exhortative, ça vient c'est-à-dire exhorter, c'est-à-dire lancer un appel au récepteur et interpeller le récepteur pour le changement. C'est ça. Par rapport au temps, trouver l'emploi de l'impératif, futur simple, verbe performatif, qui sert à l'interpeller le destinataire comme appeler, exhorter, encourager, inviter, inciter, demander, conseiller, interpeller. Ce sont les verbes, on les appelle les verbes performatifs, c'est ça. Puis vous avez l'emploi des pronoms personnels, l'emploi de l'expression de but, de conclusion, et puis une conclusion générale, c'est ça. Ici, j'ouvre une petite parenthèse, je vous dis, mes amis, mes camarades, moi je suis en train de vous lire de mes résumés, c'est-à-dire je ne suis pas en train de lire ou bien de narrer par rapport à ce qu'on appelle les cours qui sont programmés. Non, c'est le résumé qui est devant moi et c'est pour ça que j'essaie de faire des fautes, je n'arrive pas à prononcer, parce que l'écriture, elle date, c'est-à-dire le cours a été, comment dirais-je, été écrit il y a une période de ça, alors c'est pour ça que je n'arrive, des fois je lis correctement, des fois je trompe dans la prononciation du mot, et ça c'est pas grave, l'essentiel. Bon, vous pouvez remarquer que moi, ce que vous voyez devant vous comme une liste, je suis pas en train de suivre cette liste, je suis en train de suivre le résumé. Alors, si vous trouvez, il faut pas être perdu ou bien fourvoyé, il faut juste, lorsque vous faites des résumés, il faut juste noter ce que vous avez, c'est-à-dire déjà, comme vous avez, c'est-à-dire copier sur votre résumé ou bien votre cahier, juste vous mettez et vous couchez ce que vous avez fait pour ne pas être pour être dans le, c'est-à-dire en fur et à mesure avec l'explication, c'est ça. Bon, maintenant on passe à ce qu'on appelle thèse et antithèse. Bon, pour parler du thèse, la thèse et antithèse, il faut simplifier les choses. Bon, on sait bien lorsqu'on lit un texte, par exemple un article de presse, on trouve l'article de presse, il est composé de trois parties, introduction, un développement et une conclusion, n'est-ce pas? Bon, bien sûr, lorsqu'on lit, c'est-à-dire, on va connaître, ou bien comment dirais-je, on va concrétiser, ou bien faire le constat qu'il s'agit, ou bien la conclusion qu'on va tirer d'après cette lecture, on va connaître qu'il s'agit d'un sujet. Ce sujet, bien sûr, il a
ce qu'on appelle des événements qui entourent ce sujet. Bien sûr, vous allez trouver des connecteurs spatiaux, temporels ou bien logiques, c'est tout à fait évident. Et puis, vous trouvez ce qu'on appelle deux opinions. Ce qui est, comment dirais-je, ce qui est avec l'autre qui est, c'est-à-dire l'opposant, ou bien on les appelle les protagonistes. L'autre opinion, c'est-à-dire. Par exemple, on parle de la cigarette électronique. Vous trouvez que au début, l'auteur parle d'une introduction que la cigarette a bien régné, c'est-à-dire la période, je dirais, de mondialisation c'est-à-dire les derniers, c'est-à-dire, je dirais, le temps contemporain, c'est-à-dire. Elle est omniprésente, elle s'est propagée, c'est-à-dire dans le monde, mais vous trouvez l'opinion de quelques-uns qui disent que voilà, elle est bénéfique, elle a fait des progrès, c'est-à-dire elle a réduit la consommation du tabac classique par ce qu'on appelle ce verre qui ce qu'on appelle le vapotage, et vous trouvez d'autres qui disent non, que ils ont ce qu'on appelle le contraint, ils ont le doute, ils sont susceptibles, ils ont le doute, ils ont cette crainte d'utiliser une chose qui n'ont pas de, comment dirais-je, une explication ou bien des informations, je dirais des informations qui sont des informations formelles ou bien valables par rapport à ce phénomène ou bien ce dispositif qui est la cigarette électronique. Alors vous trouvez deux opinions. Je pense que vous me suivez. Alors ce deux opinions, de cette manière, lorsqu'on dit ce genre de texte, puisqu'on a deux opinions. Alors, le premier opinion, il s'agit bien sûr de l'opinion ou bien de l'idée que l'auteur est en train de défendre et de la faire, comment dirais-je, qu'il est en train d'essayer de la concrétiser, de la rendre, comment dirais-je, formelle et applicable et essentielle. Il est en train de défendre cette idée. Cette défense, c'est la thèse, tout simplement, l'idée défendue par l'auteur. Le contraire, les protagonistes, les idées qui sont contre, le doute, ça c'est... mais bien sûr, ces opinions qui sont contre doivent, comment dirais-je, c'est-à-dire présentés par des gens, bien, on parle de l'opinion publique ou bien par la société, etc. C'est ça. On trouve d'autres opinions qui sont opposantes, c'est ça. Thèse, antithèse, tout simplement. Mais ce que vous devez retenir, bien sûr, vous pouvez avoir comme question donner la définition de thèse et antithèse, par exemple. Je ne vais pas étaler, je vais commencer par donner une petite définition. On dit thèse veut dire l'idée de l'auteur qui est soutenue et défendue. On a expliqué ça. Antithèse, c'est l'idée refusée et rejetée par l'auteur. Bon, ici on pose question. L'idée rejetée et refusée par l'auteur. Bon, quelle est cette idée? Bien sûr, il va pas, c'est-à-dire donner une idée. Il veut, c'est-à-dire argumenter. Présenter une idée avec ses arguments c'est-à-dire pour la rendre c'est-à-dire fiable, et en même temps il va donner une autre idée qu'il va rejeter. Non, ce qu'il rejette, c'est l'opinion de l'autre pour garder, c'est-à-dire on dirait son point de vue, pour garder son point de vue, c'est ça. Alors l'antithèse, c'est quoi? C'est l'idée rejetée, refusée et rejetée par l'auteur. Alors l'idée rejetée, c'est forcément les autres opinions qui sont opposées avec l'opinion qui est
l'opinion de l'auteur. C'est ça. Ici, l'auteur il parle des composants argumentatifs. Bien sûr, les composants argumentatifs, il y a des constitutifs des textes argumentatifs, il y a il y a, on a toujours, comment dirais-je, des classes, des classes grammaticales. On les trouve dans les différents genres de textes. Par exemple, ici, composants argumentatifs, vous trouvez les pronoms personnels, les pronoms possessifs. Les pronoms personnels, pour les gens qui, peut-être qu'ils ont ils oublient des fois les pronoms personnels. Je, tu, il, nous, vous, c'est-à-dire les trois personnes du singulier, trois personnes du pluriel. Première, deuxième, troisième, et la première, deuxième, troisième du pluriel, tout simplement. Et vous ajoutez aussi les pronoms personnels, complément d'objet, direct, pronom complément objet indirect. C'est ça, vous trouvez ces fameux pronoms. Le degré d'implication de l'auteur. Le degré d'implication de l'auteur, c'est toute une, comment dirais-je, une analyse que vous devez la connaître. Elle est formée de ce qu'on appelle des verbes qui expriment la certitude, l'idée douteuse ou bien fausse, certitude contre l'incertitude. Vous formez un tableau. Dans le tableau, en haut, vous écrivez les modalisateurs. Dans les modalisateurs, vous tracez un tableau qui est formé de 3 colonnes. Bien sûr 3 colonnes verticales et 4 colonnes horizontales. Bon, en commençant par à gauche, adverbe, en bas, verbe d'opinion, puis verbe impersonnel, et enfin, vous trouvez les verbes, les expressions utilisées dans ce texte. Et à vous de les, comment dirais-je, à vous de les indiquer et de les mentionner dans ce tableau, tout simplement. Et je pense que maintenant on va passer à ce qu'on appelle les types d'arguments. Bon, dans les types d'arguments, vous avez deux arguments. Vous avez l'argument fondé sur l'expérience. Vous avez l'argument fondé sur la logique. Bon, par rapport au argument fondé sur l'expérience, bon, ici on ouvre une parenthèse, on parle de c'est le réel ou bien le concret. Le concret. Le réel, c'est la réalité. Le concret, bien sûr, le concret, c'est le contraire de l'abstrait. Le concret, c'est-à-dire le tangible, ce qu'on peut toucher, l'élément matériel, c'est ça. Et puis, dans l'argument fondé sur l'honneur, vous avez ce qu'on appelle l'autorité, entre parenthèses, citation d'écrivain ou opinion, je pense que, etc., je vois, à mon avis, etc. 2, par les valeurs, et 3, par l'exemple d'argumentatif, par des exemples d'argumentatif. Ça, tout sont des sous-titres par rapport au titre argument fondé sur l'expérience. B, vous avez argument fondé sur la logique. Bon, dans l'argument fondé sur la logique, vous avez la déduction, l'induction, l'analogie, la cause, le syllogisme, la conséquence, le raisonnement dialectique, l'absurde et la comparaison. Mes amis, ça, vous devez les mémoriser. Il n'y a pas un doute. Ça, ici, c'est un travail de mémorisation. C'est facile de mémoriser. C'est pas difficile, essentiel. Bon, dans la déduction, il ne faut pas être, c'est-à-dire un peu, comment dirais-je, il ne faut pas être soucieux. Dans la déduction, c'est quoi la déduction? Et la déduction, elle est en relation avec l'induction. Déduction et induction. Partie, c'est-à-dire une partie, la partie, c'est-à-dire la partie, vous commencez par la partie et vous arrivez au tout. Par exemple, je vous donne un exemple, une figure de style qui entre dans ce qu'on appelle les figures de substitution. Oui, la synecdoque.
La synecdoque, parler d'une partie pour désigner l'ensemble. Il faut être bien d'accord. On peut dire ça, on peut la classer dans la déduction et induction. On donne exemple, par exemple, on dit voici venir la saison des roses. Voici venir la saison des roses. C'est-à-dire, on parle de la saison de l'été, c'est ça. Puis vous avez l'analogie. L'analogie, ce sont deux concepts différents dans le même domaine. Puis vous avez la cause. La cause, elle est facile de la connaître. Une cause. On dit par exemple, la cause de décès était une maladie incurable. Par exemple, le syllogisme. Le syllogisme, il est connu. On a la majeure, la mineure et la conclusion. Vous pouvez mentionner le fameux exemple de Sartre. On dit l'homme est mortel. L'homme est mortel. Sartre est un homme, alors Sartre est mortel. L'homme est mortel. Sartre est un homme, alors Sartre est mortel. Ça, c'est un syllogisme. La conséquence, c'est qu'on elle est en relation avec la conclusion, presque. Le raisonnement dialectique. Et vous avez l'absurde. L'absurde, c'est l'ambiguïté, l'incompréhension, l'inconscience, quelque chose on n'arrive pas à la connaître, un sens qui est sous-entendu, ou bien il est comment dirais-je, il est explicite, il n'est pas, il est explicite, oui. Voilà, un son qui est caché, c'est-à-dire implicite. Le contraire de explicite, c'est ça. Bon, et puis on arrive à, on a cité l'absurde. Puis enfin la comparaison. La comparaison c'est entre deux choses, deux concepts différents, des domaines. On arrive maintenant au texte argumentatif. On va donner une définition. Mes amis, on est arrivé à 37 minutes. Sachez bien que bien sûr ce vidéo il est long. On peut arriver jusqu'à 1 heure. Il est consacré. Moi je m'en fous des gens qui veulent voir. Moi ce qui me concerne c'est l'éducation, c'est l'enseignement, comment développer notre aura, comment développer notre niveau en langue française. Alors mes vidéos sont consacrés pour les étudiants. Quelqu'un qui trouve qui a des préjugés, ou bien les gens ils leur disent que vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas de base, vous ne pouvez pas continuer à changer, etc., etc. On voit ces opinions qui nous rendent faibles, qui nous rendent vraiment l'essentiel. Ça, c'est destiné pour les gens qui veulent renforcer leur base. Moi, je vous donne un conseil. Suivez ces vidéos. Vous pouvez développer votre capacité, vos capacités et vous sortez avec des performances bien géniales. Je vous promets, c'est vraiment intéressant et c'est attractif et vous devez les suivre. Et les prendre en considération, c'est ça. Bon, on est arrivé au texte argumentatif. C'est un discours qui met en scène une situation de communication par laquelle l'émetteur exprime une opinion pour convaincre et persuader le récepteur. Point. Maintenant, les spécialistes disent, les spécialistes disent bon, ici une remarque, les spécialistes, eh bien les gens de la littérature, ou bien ils disent ou bien ils distinguent entre ce qu'on appelle le mot convaincre et le mot persuader. Convaincre, c'est quoi convaincre? Vous devez retenir ces deux concepts. Convaincre, c'est une argumentation qui fait appel à la raison. La raison, ce qu'on dit la raison, c'est-à-dire le raisonnement. Persuader, c'est une argumentation qui agit sur la sensibilité de l'interlocuteur. L'interlocuteur, c'est-à-dire, on ne parle pas de locuteur, l'interlocuteur, c'est-à-dire celui qui répond, le récepteur. C'est ça. Et puis,
la thèse. Ici on arrive à la thèse, puis je pense qu'on a expliqué la thèse, mais si vous voulez... Bon, je vais pas parler de thèse, antithèse, on a vu déjà ça, il n'y a pas de problème. L'essentiel, on va passer à ce qu'on appelle la stratégie d'argument. Dans la stratégie d'argument, elle vise à étudier l'argumentation de sorte critique, les textes et les sujets, d'analyse et connaître, c'est-à-dire analyser et connaître la thèse et l'antithèse du texte, connaître les différents registres de l'argumentation, parce que lorsqu'il s'agit de textes argumentatifs, il faut, c'est-à-dire le définir, donner la définition du texte argumentatif, et aussi connaître les composantes du texte argumentatif, et aussi il faut savoir qu'un texte argumentatif, il contient ce qu'on appelle un registre, que vous devez le connaître. C'est ça. Bon, maintenant, il y a une méthode que vous devez la connaître. Elle s'appelle l'étude énonciative du texte argumentatif. C'est très 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 important parce que vous pouvez avoir un texte alors vous aurez comme question faites l'étude énonciative. Rien, tout simplement. Faites l'étude énonciative du texte que vous avez devant vous. Alors, il paraît que c'est une question, comment dirais-je, rudimentaire, ou bien, comment dirais-je, une question dérisoire, mais c'est-à-dire, il y a derrière cette question, il y a tout un travail que vous devez le concrétiser, un travail vraiment, vraiment très, très, je dirais pas difficile, mais c'est un travail. Vous allez faire l'analyse d'un texte. Par exemple, vous commencez au début, vous allez écrire l'étude initiative du texte, l'étude initiative du texte argumentatif, deux points à la ligne. Bon, vous commencez avec l'étude des pronoms. L'étude des pronoms, vous allez sortir le pronom qui est bien sûr le plus utilisé, bien dominant dans le texte. Ça c'est un. Puis vous passez à ce qu'on appelle le degré d'implication de l'auteur. C'est ça, le degré d'implication de l'auteur. Virgule. Dans le degré d'implication de l'auteur, vous mettez deux points à la ligne, vous commencez par la c'est-à-dire les modalisateurs. Toujours j'ai un problème avec ce mot, les modalisateurs. Verbe et exprime, c'est-à-dire les modalisateurs, c'est tout un tableau qui contient des adverbes, des verbes d'opinion, des verbes impersonnels et des citations que vous devez, c'est-à-dire les apporter du texte pour montrer que vous êtes à l'auteur que vous êtes objectif. Bon, par exemple, dans l'étude de les modalisateurs, vous tracez un tableau qui est formé de 3 colonnes verticales et 4 colonnes horizontales. Dans la colonne, c'est-à-dire gauche, commencez par la colonne gauche, en haut, adverbe, au-dessous de verbe, vous allez écrire verbe d'opinion, au-dessous de verbe d'opinion, verbe impersonnel, au-dessous de verbe impersonnel, vous écrivez expression et expression, c'est-à-dire citée dans le texte, c'est-à-dire vous allez apporter les expressions et vous donner votre opinion. Bon, la deuxième colonne, parce qu'on a dit verticalement 3 colonnes, je pense que vous suivez. Deuxième colonne, qui est la colonne au milieu, c'est certitude. Et la troisième colonne, c'est l'incertitude, en haut. Par rapport à adverbe, par rapport à certitude, vous allez mettre les adverbes qui montrent la certitude. Dans l'incertitude, vous allez trouver les adverbes qui montrent l'incertitude. Ça, c'est un. Puis, on descend, verbe opinion. La même chose, trouver les verbes d'opinion qui expriment la certitude et les opposants qui expriment l'incertitude. Ainsi de suite par rapport au verbe impersonnel, et les citations, etc. Parce que ici, mes amis, vous savez bien qu'on a affaire à ce qu'on appelle thèse et antithèse. C'est forcément dans la thèse trouver des adverbes qui vont, comment dirais-je, qui vont
qui aident à renforcer l'opinion via la thèse de l'auteur. Dans l'antithèse, c'est pas que des adverbes, des verbes d'opinion, etc. Tout. C'est-à-dire des classes, des mots de classe, des mots grammaticaux, des classes de mots, soit variables ou bien invariables, les deux, soit dans l'antithèse et soit dans l'antithèse, la même chose. Et vous tracez votre tableau. Bon, lorsque vous terminez votre tableau, point virgule à la ligne, vous commencez avec le temps. Parce qu'on n'a pas terminé cette étude, la fameuse étude initiative du texte argumentatif, elle n'est pas terminée, mes chers. Bon, maintenant, on a dit, on est arrivé c'est-à-dire le temps qui, vous allez citer le temps utilisé ou bien dominant, qui est, par exemple, trouvé dans les textes argumentatifs, vous trouvez bien sûr le conditionnel. Et puis vous passez ce qu'on appelle la phrase. La phrase, vous avez deux genres de phrases. Soit phrase exclamative, soit interrogative. Et puis, ce qu'on appelle l'évaluatif. L'évaluatif. L'évaluatif, je pense que ça c'est la dernière étape dans cette étude. Vous commencez avec ce qu'on appelle type de lexique utilisé pour l'auteur. Lexique, par exemple, vous allez citer s'il y a des figures de style. Vous allez aussi trouver ce qu'on appelle, c'est-à-dire la langue utilisée entre ce qu'on appelle péjoratif et mélioratif et péjoratif, ou bien, comment dirais-je, entre appréciatif et dépréciatif, c'est par rapport à la langue et les phrases. Et puis vous arrivez à ce qu'on appelle le discours entre direct et indirect. Vous allez aussi chercher les différents discours. Et ça, c'est la fin. C'est la fin de l'étude. Cette étude qui porte le nom de l'étude initiative du texte argumentaire. Vous devez connaître et la maîtriser bien. Et puis on arrive à ce qu'on appelle donner la description du texte argumentatif. Phrase texte argumentatif. Ça, on a donné la définition du texte argumentatif, si vous vous rappelez mes amis, et puis on a donné la différence entre convaincre et persuader. Maintenant, on parle du texte argumentatif, c'est-à-dire sa définition. C'est un discours qui met en scène une situation de communication par laquelle l'émetteur exprime une opinion pour convaincre et persuader les récepteurs. On a déjà dit ça. D'accord. Maintenant, les stratégies argumentatives. La stratégie de l'argumentative, elle nous permet de lire de manière critique les textes argumentatifs et connaître l'écriture argumentative. C'est l'étude du texte argumentatif. La lecture analytique. Lorsqu'on dit l'étude du texte argumentatif, c'est-à-dire l'étude analytique. On a dit que cette étude, elle se base sur ce qu'on appelle l'étude énonciative du texte argumentatif. On appelle ça. Puis on arrive, mes amis, à ce qu'on appelle le registre du texte argumentatif. Ici, mes amis, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle l'argument, des types d'arguments, qui sont arguments fondés sur l'expérience et deux arguments fondés sur la logique. Ils contiennent ou bien comprennent des sous-concepts. Hein. Il faut faire attention. Il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle le registre du texte argumentatif. Parce que les registres du texte argumentatif, c'est une autre chose. Dans les registres du texte argumentatif, le registre est une façon c'est-à-dire, ici l'auteur nous donne la définition. Le registre du texte argumentatif, c'est quoi? C'est le registre
le registre, c'est une façon de faire percevoir le réel. C'est ça. Bon, ah oui. Bon, dans le registre de texte argumentatif, vous allez mettre dans votre tête, il y a deux mots, ce qu'on appelle convaincre et persuader. Ça y est. Lorsqu'il s'agit de convaincre, lier un registre didactique, il lie, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de convaincre, c'est-à-dire on peut dire toujours que le mot convaincre est lié au registre didactique, didactique, c'est-à-dire. Et pour connaître le registre didactique, le texte, il faut savoir c'est-à-dire le type de texte. Et aussi, il faut savoir c'est-à-dire les idées, les arguments et les phrases et le style d'écriture employé par l'auteur. Si l'auteur il est en train de nous donner des conseils dans notre vie pour comment connaître la vie, comment connaître les gens, comment faire la différence entre le mal et le bien, comment traiter les gens, c'est-à-dire ces principes de la vie, ces principes essentiels, tout qui est en relation avec le conseil, l'éducation, l'enseignement, l'instruction. On a l'impression qu'une personne, un sage, qui nous enseigne comme ça, lorsque vous lisez le texte. Alors c'est didactique. Il vous pose des questions, sortez, veuillez indiquer c'est-à-dire le genre, c'est-à-dire le registre employé dans ce texte. Vous allez dire didactique, c'est ça. Parce que didactique, c'est l'art ou bien la manière d'enseigner, c'est ça. Elle se caractérise, pour information, elle se caractérise par quoi? Par choix des procédés explicatifs, une modération des textes ludiques. Ludique, c'est-à-dire dans le domaine de l'éducation, l'enseignement ludique. On dit des jeux ludiques pour comment dirais-je, c'est en relation avec l'éducation, c'est ça. Bon, dans le deuxième terme, persuader, bon, on est toujours devant un texte. On va juste connaître, connaître c'est-à-dire indiquer le registre de ce texte. De quoi ce texte appartient à quel registre? On a dit si on a des conseils, des conseils, je sais pas moi, comme on a dit, des conseils, une sorte d'un message ou bien d'une façon éducative de la part d'un auteur ou bien d'un enseignant ou bien d'un journaliste, explication dans le sens essentiel. Vous remarquez qu'il y a quelque chose en relation avec l'éducation, c'est didactique. Mais on a un texte, maintenant on a un texte, on est en train de lire, on n'a pas trouvé la mention que quelqu'un il est en train d'éduquer, il nous donne des conseils, il nous donne des comment dirais-je, des conseils, voilà, vous remarquez que les mots m'échappent. Bon, donc on ne sait pas maintenant, on n'a pas on n'arrive pas à détecter. Alors qu'est-ce qu'on a? Par exemple, on a par exemple un registre laudatif. Laudatif, c'est citer les différents registres qui sont en relation avec le mot persuadé. Et puis, on arrive à donner on donne un exemple par rapport à un texte et on va le qualifier s'il qui appartient à ces registres ou non. Par exemple, on a persuadé, on a commencé par, dans le mot persuadé, on commence par le registre laudatif. C'est quoi le registre laudatif? Il suscite chez le lecteur l'admiration. C'est ça. C'est ça la définition de laudatif, l'admiration. On a par exemple, on ressent que l'auteur il est admiré,
il admire, non, il admire quelque chose, par exemple, il admire, on dit le verbe admirer, on dit toujours, par exemple, lorsqu'on est, comment dire, flatté, ou bien euh, on a, on a un idole, on dit que cet homme, euh, je l'admire, je l'admire, ou bien je suis un grand admirateur de la poésie, par exemple. Vous voyez, c'est ça, on trouve, c'est-à-dire l'admiration. Deux, le registre polémique. Le registre polémique, il est lié à ce qu'on appelle l'agressivité ou agressif. Je peux aussi ajouter deux verbes, par exemple, on dit les deux verbes qui sont, je dirais, provocation, qui est un nom, puis je dis extravagant, méprisant, ça c'est très important, tout en relation avec la violence et l'agressivité, ou bien agressif, violent, agressif, agressif, on dit extravagant, méprisant, provocateur, etc. C'est un registre polémique. Le registre, bien sûr, lorsqu'on lit dans un texte, on trouve c'est-à-dire les phrases, ou bien la forme du texte, le style d'écriture, il y a de la violence, il y a de l'agressivité, alors c'est polémique. Le registre injonctif. Injonctif, il y a ce qu'on appelle l'ordre et l'impératif. L'ordre, l'impératif. Quelqu'un qui donne des ordres. Le registre injonctif. Et sachez bien, mes amis, que ces registres sont rares. C'est rare. Le plus utilisé, le plus dominant, c'est didactique. D'après mes connaissances et d'après ce qu'on a eu comme examen à l'époque, le registre oratoire. Le registre oratoire. Le registre oratoire, il y a ce qu'on appelle la colère, l'indignation, et aussi je peux ajouter un mot, le soulèvement, l'indignation, voilà, le soulèvement, l'indignation, dénoncement, je sais pas, de l'injustice, de l'inégalité, le soulèvement d'un pays. Par exemple, on dit que le peuple français a été bien, les peuples arabes s'est soulevé, bien s'indigné entre ce qu'on appelle leur système qui était des systèmes autoritaires et voilà, par exemple. Et puis on a le registre comique, c'est-à-dire comique, l'auteur essaye de nous faire drôle, c'est-à-dire de créer le rire, c'est ça. Oui, vous avez satirique. La satire, satirique, c'est la satire. C'est la moquerie. Bien sûr, il faut que les composants doivent être présentes pour encadrer ou bien remplir ce critère de ce registre satirique. La satire, elle est toujours vis-à-vis à une personne politique ou bien religieuse. C'est ça. C'est un registre satirique. Puis vous avez le registre ironique. Par l'écrit, l'auteur essaie de nous faire rire par des expressions. Voilà. Et vous avez le registre parodique, imitation moqueuse, et le registre humorique. Le humorique, c'est difficile à le percevoir. L'essentiel que ce que vous devez retenir, ce que vous devez connaître entre les deux registres, convaincre, persuader. Ici, il faut oublier convaincre, persuader. Il faut juste focaliser sur le registre didactique et les registres de. Les registres, ils sont de listes, mais ils sont en relation avec persuader. Pour faire la différence entre les deux, mes amis. C'est bon? Bon, on a expliqué. Bon, vous avez comme un texte, dans l'examen, vous avez eu un texte. L'auteur vous demande de citer ou bien de faire sortir, bien de montrer quel est le registre qui appartient à ce texte. C'est-à-dire le texte appartient à quel registre. Bon, on a dit que si le texte parle de, bien, on lit dans les propos utilisés dans le texte, soit dans la thèse, bien sûr c'est 100% à la thèse. Dans la thèse, trouvez par exemple
une sorte de conseil, une sorte de réglementation, d'organisation, l'appel à l'organisation, l'appel à ce qu'on appelle comment dirais-je, à réfuter, ou bien réfuter, c'est-à-dire l'ignorance, un appel c'est-à-dire à se moderniser, d'apprendre, de lire, de connaître les rudiments, c'est-à-dire, comment dirais-je, une sorte de conseil, une sorte de consigne, voilà, de consigne que l'auteur essaye, c'est-à-dire de faire transmettre un message qui est en relation avec ces critères. Alors vous le qualifiez comme didactique, tout simplement. Mais lorsque vous trouvez, c'est-à-dire vous ne trouvez pas la notion de didactique, soit un conseil, soit d'éducation, soit, je sais pas moi, toute chose en relation avec l'éducation, avec l'enseignement, avec les conseils, avec, etc., etc., alors vous le qualifiez dans la deuxième rive qui est le mot persuader, et c'est à vous de déterminer s'il est laudatif, s'il est polémique, s'il est injonctif, s'il est oratoire, etc., etc. Maintenant, on arrive à un autre concept qui est l'anaphore. Bon, l'anaphore, c'est la reprise d'un élément, comment dirais-je, la reprise d'un élément antérieur. Il assure la continuité et la cohérence textuelle. Bon, je répète, l'anaphore, c'est la reprise d'un élément antérieur. Il assure la continuité et la cohérence textuelle. Mes amis, il faut savoir il faut bien savoir, bien connaître le mot cohérence. Que veut dire le mot cohérence? Parce qu'il y a deux mots qui sont presque, je dirais, comment dirais-je, les mots qui se ressemblent, comment dirais oui, homophone et homographe. Je dirais homophone, parce qu'ils se prononcent de la même façon. Presque. On a le mot cohérence, on a la cohésion et la cohérence. La cohésion et la cohérence. Cohérence avec R et cohésion sans R. Cohérence et la cohérence. La cohérence et la cohésion. La cohérence, c'est quoi? La cohérence, c'est-à-dire, c'est un ensemble de plusieurs de parties qui sont liées à un seul corps. Par exemple, on dit le corps de l'humain, il est en cohérence avec les organes. C'est-à-dire que les organes, ils dépendent du corps. Ça, c'est une forme de cohérence. Mais la cohésion, c'est quoi? C'est le fait d'être ensemble unis. C'est le fait d'être ensemble unis, c'est ça. Ici, on dit que l'anaphore, l'auteur, il dit, elle assure la continuité et la cohérence du texte. C'est-à-dire que cette cohérence, que le texte est anaphore, elle est liée au texte, comme le corps aux organes. Elle dépend du texte. Elle ne peut, c'est-à-dire être détachée loin du texte. Non. Bon, je ne vais pas étaler, on va citer les différents anaphores. On a anaphore nominal, fidèle, anaphore par répétition, anaphore pronominal complète, anaphore pronominal partiel. Bon, je sais bien que par rapport au titre, vous allez être, bien sûr, vous allez se confondre, mais ce que vous devez le connaître, vous devez c'est-à-dire faire la différence entre les quatre par des exemples. Par exemple, anaphore nominal fidèle. On dit un enfant, 7 enfants. On remarque qu'on a le même exemple, mais au niveau de quoi? Au niveau de l'article. Bien l'adjectif. On a l'article. Un enfant, enfance commence, elle est précédée par un article, et 7 enfants, elle est précédée par un adjectif, qui sont les deux déterminants, mais ils sont différents. C'est quoi? C'est un anaphore nominal fidèle, parce qu'on a deux noms, l'un est précédé par un article, l'autre est précédé par un adjectif. Bon, deux, anaphore par répétition. Par exemple, on dit le jour, par exemple, le jour, par exemple, vous pouvez former une phrase, vous dites par exemple,
le jour de le jour de la naissance, non, je dirais par exemple le jour euh, où les fleurs s'épanouissent, c'est le jour du bonheur. Par exemple, le jour où les fleurs s'épanouissent, c'est le jour du bonheur. On remarque qu'il y a, une répétition. Mais cette répétition, elle incarne quoi? Elle incarne une anaphore par répétition. Vous voyez? Trois, on en prend un autre exemple, une autre anaphore pronominale complète. Bien, d'après le nom, on sait bien que on doit avoir un pronom. On prend un exemple, on dit cet enfant qui parle s'appelle Ahmed. Cet enfant qui parle s'appelle Ahmed. On a l'enfant précédé de cet, qui est un adjectif, et on a appel précédé de S apostrophe qui est un pronom réfléchi. C'est-à-dire, on a. Non, cet enfant, c'est pas un adjectif, c'est un pronom. Cet enfant, pronom démonstratif. Cet enfant qui parle s'appelle Ahmed. L'enfant est précédé d'un pronom qui est cet, et appel, le verbe appel est précédé d'un pronom réfléchi, qui est le S apostrophe. À la base, il était ce, mais on a l'illusion, on a appliqué l'illusion. Alors, les deux voyelles, elles se transforment en apostrophe. Bon, on a cet enfant qui s'appelle Ahmed. Cet exemple, il nous donne, ou bien il nous montre qu'il y a une anaphore, mais une anaphore pronominale. Parce que le nom est précédé d'un pronom qui est un pronom démonstratif, et le deuxième verbe, c'est-à-dire on a un nom et un verbe. Le verbe est précédé d'un pronom réfléchi. Et on arrive à la dernière anaphore, c'est une anaphore pronominale partielle. On donne un exemple, par exemple, on dit j'ai de l'eau sur le front, ça coule de partout. J'ai de l'eau sur le front, ça coule partout. Bon, ici, le est, c'est le verbe avoir, AI. Il est précédé de pronom personnel, qui est G apostrophe. Bien, ici, on a appliqué l'illusion, elle devient G apostrophe. À l'origine, c'était je et, mais on doit dire G parce qu'on doit appliquer l'illusion. Et si vous ne connaissez pas l'illusion, il faut chercher sur l'internet, parce que ça c'est très important, mes amis, pour connaître ces choses. Plus tard, vous n'aurez pas des problèmes au niveau de la phonétique ou bien au niveau d'un autre module. Dans cette anaphore pronominale partielle, j'ai de l'eau sur le front, ça coule partout. Alors, on a un pronom, on a un verbe qui est précédé d'un pronom personnel, qui est G apostrophe, et on a le pronom c'est ça, c'est un pronom, je dirais un pronom, je crois, démonstratif, pronom démonstratif, bien sûr, et voilà, on a deux pronoms, un qui, bon, le premier verbe précédé d'un pronom personnel, deuxième, on a un pronom, on a cool, le verbe, c'est-à-dire deuxième verbe qui est précédé du pronom personnel, pronom démonstratif, ça. Oui, mes amis, c'est presque, on a terminé l'anaphore. L'anaphore, si vous devez mémoriser les exemples pour faire la différence. Bon, on est arrivé, je pense, au terme de ce cours. Maintenant, il nous reste juste les plans, des différents plans pour faire une dissertation. Bon, je vais pas étaler, je vais juste donner. Bon, pardon. Bon, par rapport au plan, on a 4 plans. On a le plan dialectique, le plan analytique, le plan thématique et le plan comparatif. Je répète. Pour faire une, comment dirais-je, une dissertation. Ici, mes amis, il y a des amis qui se confondent entre dissertation et concertation. Concertation n'a rien à voir. Mais vous devez
connaître la prononciation des mots en français pour connaître la différence et vous ne commettez pas des erreurs lorsque vous voulez répondre ou bien répondre soit oral ou bien écrit. On parle de dissertation. C'est bon. La dissertation, pour faire une dissertation, il y a des méthodes. Il y a une sorte de plan à suivre. Soit le plan dialectique, soit le plan analytique, soit le plan thématique, soit le plan comparatif. Bon, lorsqu'on commence par dialectique, bon, dans le dialectique, il y a thèse, antithèse. Ça y est, c'est-à-dire, si vous aurez une question et vous constatez que cette question, elle remplit le critère de dialectique, alors vous allez affaire à ce qu'on appelle thèse-antithèse. Mais vous n'entrez pas directement en thèse-antithèse, mes amis. Il faut savoir que dans la dissertation, vous avez ce qu'on appelle l'introduction, puis thèse, antithèse, une conclusion. Et l'introduction, mes amis, il faut bien savoir comment faire la conception, ou bien former une introduction. Je vais vous donner, bien sûr, comment dirais-je, une sorte d'outils ou bien des astuces, d'après, c'est-à-dire mon expérience. C'est lorsque je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque vous avez passé votre bac de philosophie, et si pour les gens qui étaient intéressés par la philosophie, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais si vous avez le lexique, vous pouvez juste faire l'interprétation de ce que vous avez fait, ce que vous avez eu pendant, c'est-à-dire vos études de philosophie en langue arabe. C'est vraiment très très intéressant. Et vraiment, si vous pouvez faire ça, vous ne trouvez pas de problème avec la dissertation. Croyez-moi. Bon, par rapport à l'introduction, écoutez, je vais vous donner la méthode à la fin. Maintenant, on va parler des différents plans. On a dit la dialectique concerne thèse, antithèse. Mais vous devez commencer par introduction, thèse, antithèse, et à la fin, conclusion. C'est bien? C'est bon? Bon, on va passer à ce qu'on appelle l'analytique. L'analytique, ça vient du mot analyser, tout simplement. Lorsqu'on analyse, qu'est-ce qu'on fait? On a des causes, conséquences et solutions, n'est-ce pas? Bon, puis on passe à ce qu'on appelle la thématique. Thématique par des thèmes. Des thèmes. Tout simplement. C'est développé par thème. Par exemple, on parle de la pollution. On parle de la pollution, on sait bien que la pollution, il existe plusieurs, c'est-à-dire, je dirais pas genre, mais plusieurs pollutions, ou bien plusieurs phénomènes de pollution. On a la pollution des océans, des mers, des océans, de l'eau douce, de la terre, de l'atmosphère, plusieurs choses. Alors, pour c'est-à-dire une analyse par thématique, vous commencez par, c'est-à-dire par l'organisation par des thèmes. Vous évoquez, par exemple, la pollution au niveau des océans, puis des terres, de l'eau douce, etc. Puis vous avez ce qu'on appelle la comparative. La comparative. Bon, la comparative, c'est par éléments, c'est-à-dire différents, communs et complémentaires. Vous allez faire la comparaison. Comment vous allez faire la comparaison? C'est bien sûr, vous allez comparer. Alors lorsqu'on compare, bien sûr, on va donner c'est-à-dire les éléments qui sont différents, et puis on passe les éléments qui sont communs ensemble, et puis les éléments qui vont complémenter, qui vont créer ce qu'on appelle l'aspect complémentaire. De cette manière, on a terminé ce cours. Maintenant, on parle de comment rédiger une dissertation. La dissertation, on a dit, mes amis, tout dépend le plan. On a lu, par exemple, je vous donne par exemple une problématique. Je vous donne une problématique, on va l'analyser. Je vous donne juste par rapport à thèse-antithèse, la dialectique, d'accord? Par exemple, on donne un exemple, l'auteur, il nous dit bien une notion philosophique. Par exemple,
on parle de ce qu'on appelle le multiculturalisme et l'interculturalisme. Ça, c'est un concept que vous allez connaître pendant deuxième année dans le module civilisation. L'interculturalisme et le multiculturalisme. Je vais vous donner juste une brève explication. C'est quoi le multiculturalisme et l'interculturalisme? Le multiculturalisme, mes amis, c'est quoi? C'est une liberté absolue, sans contrôle. Il y a tout. Vous avez le droit de faire tout. Vous avez le droit de parler, de juger, de mettre en cause, de refuter. Vous êtes libre. Mais cette liberté, elle est, comment dirais-je, je dirais pas, elle n'est pas contrôle, mais elle n'est pas contrôle comme d'autres pays. Par exemple, on prend les États-Unis, qui incarnent le multiculturalisme, c'est-à-dire absolu. Il y a une liberté trouvée, c'est pour ça qu'on dit les États-Unis, c'est le premier pays démocrate, la grande démocratie, et le pays qui incarne le multiculturalisme. Il y a un contrôle, mais il n'est pas, c'est-à-dire à la hauteur d'un pays comme la France, à la hauteur d'un pays qui est, par exemple, je dirais autoritaire, comme l'Iran, etc. Ça, c'est le multiculturalisme. L'interculturalisme, par exemple, on parle de la République française. Il y a des droits, il y a des devoirs, des droits, il y a des lois, il y a une liberté, il y a des libertés d'expression, vous avez les libertés de l'animal avant l'homme. Vous avez tout, liberté d'expression, vous avez liberté du mariage, c'est-à-dire de la religion, vous avez de donner votre opinion, de créer une association, de critiquer, de dire votre opinion c'est-à-dire à n'importe où et quand vous voulez. Il n'y a pas une chose qui vous entrave par rapport à cela. Mais cette liberté, et bien sûr, elle est contrôlée par ce qu'on appelle par l'État, par un système. Alors, si on ne peut pas la qualifier comme les États-Unis. Il y a un contrôle, il y a des limites, il y a des lignes rouges, on ne peut pas les affranchir. Alors, on dit que ce pays, elle incarne l'interculturalisme. L'interculturalisme, c'est-à-dire le contraire de multiculturalisme. Oui, c'est pour ça, je ne vais pas étaler parce que c'est très... mais c'est facile à retenir. Bon, vous aurez par exemple une problématique pour faire par rapport à ce domaine, le domaine de l'interculturalisme et multiculturalisme. L'auteur, bien la problématique, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que vous pensez que est-ce que vous pensez que le multiculturalisme est verbe être, est-ce que vous pensez que le multiculturalisme est plus moderne que l'interculturalisme? Oui, est-ce que vous pouvez vous voyez ou bien vous pensez que le multiculturalisme il est plus développé que l'interculturalisme et la solution idéale à l'homme d'aujourd'hui? Ici on trouve, lorsqu'on dit cette problématique, est-ce que vous pensez que le multiculturalisme il est plus comment dirais-je, il est plus qu'est-ce que j'ai dit, il est plus moderne que l'interculturalisme d'aujourd'hui et la solution idéale pour l'homme? Ici on remarque qu'il y a deux idées qui sont différentes. Ça, puisqu'on a deux idées différentes, et on doit, et l'autre de cette problématique elle termine, est-ce que vous pensez que c'est l'idéal de l'homme d'aujourd'hui? C'est-à-dire que l'idéal par rapport au système, qu'est-ce qu'il va choisir? Soit le multiculturalisme ou l'interculturalisme. Alors on remarque qu'il y a deux thèse, antithèse. La première thèse qui est le multiculturalisme, elle vient pour réfuter la deuxième. Oui, la deuxième, elle vient pour réfuter la première. C'est la même chose. Alors, maintenant, ça y est, on a lu la problématique, on a défini, c'est-à-dire le plan, qui est un plan dialectique,
tout ce qu'on a pour commencer, c'est procéder dans le brouillon. Dans le brouillon, il faut procéder par l'introduction, et puis vous avez thèse, antithèse, développer, vous terminez par comment dirais-je, la conclusion. Bon, ce que vous devez retenir dans la conclusion, tout ce que vous avez fait dans le module TTE, c'est très important. Pourquoi? Parce que la conclusion, il faut savoir que toujours la conclusion, elle peut se terminer, elle peut se clôturer par une question ouverte, qui va s'étaler sur d'autres pistes. C'est très important. C'est-à-dire, il ne faut pas clôturer. Il faut toujours mettre, comment dirais-je, la question du sujet en effervescence. Elle doit être toujours comment dire, la question, elle doit être toujours suscite l'interrogation, elle suscite le débat et l'opinion et ça. Elle doit être toujours, comment dirais-je, elle vit. Vous n'allez pas, comment dirais-je, achever l'idée. Non. Vous allez toujours, en conclusion, comment dire, mettre l'idée au débat, au service d'un autre débat ou bien une autre ouverture. Bon, par rapport à l'introduction, ce que vous avez appris dans la philosophie au niveau arabe, module arabe, lorsque vous étiez en bac, c'est la même chose, si vous vous rappelez. Vous commencez votre introduction par l'aspect historique, ça c'est très important. Et aussi, il faut oublier que c'est bien que la dissertation, elle nécessite un lexique. Vous devez enrichir votre lexique par nouveaux mots, par nouveaux verbes. Je dirais pas, oui, c'est ça. Par de nouvelles choses, par de nouveaux, c'est ça. Connaître le temps, comment conjuguer, comment utiliser. Mais vous inquiétez pas, je vais vous donner par exemple une astuce par rapport au temps que vous devez employer. Vous avez le choix entre passé simple et l'imparfait. Pourquoi? Parce que le passé simple, on remarque que vous êtes en train de faire une dissertation. Et cette dissertation, elle est forcément, elle va. Le passé simple, c'est par rapport, par exemple, à des effets historiques. Si on parle de la Révolution française, si on parle des choses qui sont déjà passées. Lorsque vous utilisez le passé simple, c'est vous donner un peu, je dirais, un peu de l'harmonie, un peu parce que le passé simple, c'est un peu un passé qui est bien, comment dirais-je, flexible avec le style de l'écriture. Mais ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'imparfait. L'imparfait, oui, l'imparfait, c'est ça, l'imparfait de l'indicatif. Bon, dans l'introduction, vous commencez par l'aspect historique, et puis vous évoquez les idées, eh bien, des idées, vous dites par exemple, vous mentionnez juste, par exemple, vous dites, certains philosophes ont toujours interrogé, et puisque le philosophe était toujours, s'est interrogé en lui-même dans des questions comme, citer par exemple, la mort, le paradis, etc. Et vous, point virgule, vous ajoutez, et selon, par exemple, selon l'auteur, non, c'est pas selon l'auteur, et selon les philosophes, il faut montrer que vous êtes neutre dans l'introduction. Vous n'êtes ni avec les gens qui défendent la thèse, ni avec les gens qui refusent la thèse. Vous dites par exemple que les philosophes, ils ont toujours parlé de ce sujet, mais ils n'ont pas arrivé à une solution concrète. Et de là, on pose, non, mais ils ont pas, mais on sait bien que à la fin ils ont convergé, ils ont divergé dans ce sujet. Il y a des gens qui pensent 3 points, parce qu'ils disent que le multiculturalisme c'est l'idéal, c'est la solution, parce qu'il incarne la liberté, et l'homme il veut la liberté, tandis que d'autres ils veulent ils disent que l'homme c'est un sauvage, si on ne le contrôle pas, si on ne le met pas sous contrôle, si on ne l'est pas dans une atmosphère interculturelle, c'est ça. Vous voyez qu'il y a deux
Et de là, on pose la question suivante et vous reformulez la problématique, problématique déjà posée. C'est bon? Et puis, vous passez à ce qu'on appelle la thèse. Dans la thèse, vous allez commencer avec les gens, l'idée défendue par les gens qui disent que le multiculturalisme est l'idéal et la solution, et pourquoi, et puis vous ajoutez les arguments, les images, vous ajoutez des citations par, je sais pas moi, par des philosophes, ou bien vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Puis dans l'antithèse, vous allez évoquer les protagonistes, les gens qui sont contre, qui disent non, c'est ça, comme j'ai dit au début, que l'homme est sauvage, il doit être contrôlé, mais on doit le mettre, on a besoin de règles, on a besoin de constitutions, des institutions, des règles, on a besoin des prisons pour mettre les criminels, on a besoin de contrôler, on a besoin de punir les gens qui font, par exemple, qui commettent des crimes, etc., etc. Et vous solidifiez votre opinion. La même chose comme la philosophie en arabe, ce qu'on a appris pendant le terminal, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et enfin, dans la conclusion, essayez de former une conclusion qui soit, je dirais pas, dans la conclusion, vous donnez une solution, mais cette solution, elle est, c'est-à-dire abordable. Elle va susciter ce qu'on appelle le débat, tout simplement. Mais vous n'allez pas dire que je suis avec l'idéal, c'est le multiculturalisme. Non. Ou bien vous allez dire non, l'interculturalisme, c'est l'idéal, c'est la solution. Non. Vous allez évoquer que vous dites, par exemple, l'idée, les gens qui évoquaient l'interculturalisme avec ses idées honorables et honorables et je dirais honorables et honorables et majestueux, par exemple, mais ils sont dépassés. Et les autres qui ont proposé l'interculturalisme pour le sujet, mais leur opinion était un peu, je dirais, comment dirais-je, était infime, ou bien il manque d'expérience, il manque de justification. Ils ne peuvent pas nous, c'est-à-dire persuader, ils n'arrivent pas à persuader avec ces idées parce qu'ils étaient liés à ce qu'on appelle la monarchie ou bien à un système autoritaire. Ils étaient toujours incarnés le dogme qui incarne l'injustice et l'inégalité. Et enfin, vous dites par un point virgule, et enfin, l'idéal pour l'homme, c'est la justice, c'est la paix. La justice, la paix, la stabilité. Et on ne peut en aucun imaginer que le changement vient, par exemple, vient de l'ignorance. Point final. Et comme ça, vous avez fait votre dissertation. Bon, on est arrivé au terme, mes amis. 1h27. Ah, c'est trop, je sais bien c'est trop, mais je vous jure que c'est très très important à les connaître et à retenir cela. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine.